Alors aujourd'hui, notre analyse s'attaque à un mythe absolument tenace, un mythe qui empoisonne littéralement la façon dont on interagit au quotidien. Dès l'enfance, on nous conditionne tous à croire que toute bonne négociation, ou même n'importe quelle discussion un peu difficile, doit inévitablement se terminer par un compromis. Eh bien, il est grand temps de déconstruire tout ça. Dans les minutes qui suivent, on va démanteler ces illusions en utilisant des techniques d'intelligence comportementale redoutables. Et pas n'importe lesquelles. Ce sont celles qui sont testées et approuvées par les négociateurs du FBI. C'est l'occasion parfaite de découvrir un arsenal psychologique fascinant qui va complètement transformer notre approche de la communication humaine. Pour bien comprendre le problème de ce fameux compromis, prenons une métaphore un peu absurde, mais tellement brillante. Imaginons, quelqu'un veut porter des chaussures noires, son partenaire veut qu'il en porte des marrons. La solution du compromis? Porter une chaussure de chaque couleur. C'est tout simplement stupide, non? L'idée selon laquelle il faudrait toujours couper la poire en deux pour agir de manière éthique, c'est une erreur monumentale. Faire des compromis systématiques, ce n'est pas une vraie solution, c'est un non-sens total. Le point crucial à retenir ici, c'est que la recherche obstinée d'un terrain d'entente, ça laisse généralement tout le monde avec un goût amer, un sentiment de défaite. Bref, l'impression tenace de s'être fait avoir. En fait, ce qui s'opère ici, c'est un véritable changement de paradigme. L'approche d'un amateur, c'est de voir son interlocuteur comme une sorte d'ordinateur logique, quelqu'un qui va forcément se plier face à des arguments bien rationnels et des chiffres froids. Mais faire ça, c'est un vrai suicide relationnel. La logique pure ne fait que déclencher des hormones de stress et monter un mur défensif d'ego. À l'inverse, l'approche professionnelle reconnaît une vérité fondamentale. L'être humain est avant tout un monstre émotionnel. Les vrais moteurs d'une décision sont toujours cachés. On parle de peur non avouée, d'un besoin viscéral de sécurité et d'un désir de contrôle. Une négociation, ce n'est pas une bataille de logique, c'est une exploration psychologique profonde. Bref, voici les saintes armes psychologiques que cette analyse va déverrouiller aujourd'hui. D'abord, maîtriser la voix de la radio. Ensuite, la technique du miroir et l'étiquetage des émotions. En 3, la sécurité de dire non. En 4, l'utilisation de questions calibrées. Et enfin, exploiter la peur de la perte. On a un beau programme. Allez, on commence tout de suite avec le chapitre 1. Maîtriser la voix de la radio pour faire baisser le rythme cardiaque. C'est la toute première tactique physique qu'on utilise pour établir une domination sereine sur l'atmosphère d'une pièce. Et ça, bien avant d'avoir formulé le moindre argument. En situation de conflit, notre réaction normale, c'est de monter le ton et de parler plus vite, ce qui hurle danger au cerveau de l'autre. La solution, c'est de faire un véritable piratage du système nerveux en adoptant la voix d'un animateur radio de fin de soirée. Il s'agit de prendre un ton très profond, de ralentir volontairement son rythme et de parler avec un calme olympien. L'effet n'est pas seulement psychologique, attention, il est biologique. Cette voix agit comme un tranquillisant auditif. Si la personne en face crie ou panique, cette résonance calme va littéralement forcer ses ondes cérébrales à ralentir et son propre rythme cardiaque à chuter. C'est magique. Ce qui nous amène au chapitre 2, la technique du miroir et l'étiquetage des émotions, ou comment créer un faux sentiment de similitude. Une fois qu'on a calmé le jeu avec la voix, il est temps de sortir les techniques de conversation pour désamorcer les bombes émotionnelles. Imaginons un scénario sous haute tension, le genre de truc super courant au bureau. Quelqu'un déboule, complètement paniqué ou agressif, et lâche « La situation est désastreuse et ne peut être retardée ». Instinctivement, le novice va se justifier, minimiser le truc ou paniquer à son tour. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voici ce que fait l'expert avec la fameuse technique du miroir. C'est d'une simplicité désarmante. On répète juste les 3 derniers mots prononcés avec une voix super calme et un ton légèrement interrogatif. La situation est désastreuse, et c'est tout. Ce petit ping-pong conversationnel est d'une puissance folle. Ça donne à l'autre le sentiment très profond d'être entendu et compris. En entendant ses propres mots résonner, la personne ressent un besoin presque irrésistible de combler le vide, de s'expliquer, et elle finit par lâcher des informations précieuses ou faire des concessions sans même s'en rendre compte. Et cette technique s'associe à merveille avec un autre concept clinique, l'étiquetage. Les émotions négatives, comme la peur ou la colère, elles adorent se cacher dans l'ombre. Les ignorer ou dire « calmez-vous », c'est jeter de l'huile sur le feu. L'étiquetage, c'est l'inverse. On verbalise cette émotion noire. Par exemple, dire « Il semble que ces délais vous inquiètent profondément ». Des études médicales avec IRM ont d'ailleurs prouvé que le simple fait de nommer une émotion négative réduit drastiquement l'activité électrique dans l'amygdale, qui est le centre de la peur dans notre cerveau. On désarme le monstre émotionnel simplement en l'appelant par son nom. Incroyable nom. Chapitre 3. La sécurité de dire non pour échapper enfin au piège du oui. Alors là, on va complètement à contre-courant de la vente traditionnelle. On nous a toujours appris à chercher le oui avec des accroches du genre « Avez-vous une minute ?» Ça a l'air poli, mais psychologiquement, ça coince les gens. Pousser quelqu'un à dire oui, ça déclenche un sentiment de piège, de perte d'autonomie. Souvent, la personne dit oui juste pour qu'on la laisse tranquille. En revanche, si on cherche activement le non, par exemple en demandant « Est-ce un mauvais moment ?», on donne instantanément une illusion de sécurité. En disant non, la personne a l'impression d'avoir tracé ses limites, d'être aux commandes. Son système nerveux se relâche et c'est là qu'elle se met véritablement à écouter. Et par écrit, ce principe est encore plus redoutable.
Face à un client ou un collègue qui fait le mort et ignore nos relances, la pire idée, c'est de supplier. L'approche psychologique de haut vol, c'est d'envoyer un mail d'une seule ligne, brutal mais génial. Avez-vous complètement abandonné ce projet ? Bim. Ça cible directement la fierté de la personne et sa peur viscérale de passer pour quelqu'un qui baisse les bras. Le besoin de sauver la face et de reprendre le contrôle va forcer l'interlocuteur à répondre presque dans la minute par un « non, pas du tout » et boum, le dialogue est relancé de façon spectaculaire. Allez, on casse au chapitre 4, l'utilisation de questions calibrées. Le but, les amener à négocier contre eux-mêmes. C'est vraiment l'arme nucléaire de la conversation, le truc parfait quand on est dans une impasse totale. Face à quelqu'un de super agressif qui impose une condition impossible, la réaction classique, c'est soit de refuser en bloc, ce qui fait exploser la situation, soit de céder. La vraie stratégie des pros, c'est de regarder la personne dans les yeux, de reprendre cette fameuse voix de radio lente et posée et de lancer cette question calibrée. Comment suis-je censé faire cela ? Et là, la magie opère. Le vrai secret, c'est ce qui suit la question. Un silence absolu. Pas un mot de plus. Ce silence de glace, combiné à la question, va littéralement figer l'élan de l'adversaire. Son cerveau fait un arrêt sur image pour traiter la situation impossible qu'il a lui-même créée. Et en faisant ça, l'attaquant change de rôle sans s'en rendre compte. Il devient un partenaire qui essaie de trouver une solution au problème qu'il a posé. Très souvent, on le verra surenchérir contre ses propres intérêts ou adoucir sa position. Et on n'aura même pas eu besoin de faire la moindre contre-offre. C'est brillant. Ce qui nous amène à notre 5e et dernier chapitre, exploiter la peur de la perte pour déformer la réalité. Cette tactique-là, elle s'appuie sur nos instincts de survie les plus profonds, grâce à un concept qu'on appelle l'aversion à la perte. Pour faire simple, la douleur psychologique qu'on ressent quand on perd quelque chose est 2 fois plus puissante et motivante que la joie qu'on ressent quand on gagne une chose équivalente. L'être humain n'est pas vraiment stimulé par le succès en fait, il est surtout terrifié par le gouffre de la perte. C'est une règle comportementale inéluctable. Regardons un peu comment on applique ça avec de vrais enjeux, par exemple dans un pitch de cybersécurité. Les amateurs vont se concentrer sur le positif. Ils vendent un gain. Notre système va protéger vos données. C'est bien, mais notre esprit s'habitue vite à un simple bonus. Le pro, lui, il appuie là où ça fait mal. Sans ce bouclier, vos données sont vulnérables à l'instant même où l'on se parle. Il projette toute l'attention sur la menace imminente, sur la perte cataclysmique des données, les millions de frais de justice, la réputation en cendres, et c'est infiniment plus persuasif. L'urgence de la peur motive l'action d'une façon qu'aucune promesse de gain ne pourra jamais égaler. Pour conclure notre analyse, posons-nous la vraie question. La communication humaine, ce n'est pas juste un échange de politesse, c'est un échiquier psychologique hyper complexe et redoutable. Toutes ces tactiques du FBI qu'on vient de décortiquer, elles nous offrent le pouvoir de refuser définitivement d'être la victime d'un compromis tiède et frustrant. Alors, lors de la prochaine discussion difficile, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on cède au réflexe de la capitulation camouflée ou est-ce qu'on utilise ces outils avec une précision chirurgicale pour devenir le contrôleur silencieux ? Celui ou celle qui est capable de guider n'importe quelle dynamique avec un calme absolu et une maîtrise totale. Je crois que le choix est vite fait, non ?